Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je passe derrière la caméra, je laisse le potager de côté et on part ensemble découvrir un nouveau potager d'un super passionné. Je vous l'avoue, j'aimerais vraiment que ce concept vous plaise. J'espère que ce sera le début d'une nouvelle série de divers reportages de potagers partout en France et qui sait, peut-être même un jour de potagers partout dans le monde. Cette semaine, c'est Jean-Marie qui nous accueille dans l'Hérault, près de Béziers. Un passionné qui nous a ouvert sa porte, qui nous a ouvert aussi son cœur. On ne verra pas forcément mille et une variétés de légumes, mais par contre, on va prendre une véritable leçon, un véritable exemple concret de création de sol vivant, la base d'un potager naturel sans aucun produit chimique. Et ça, c'est quand même génial. On se retrouve rapidement à la fin du reportage, alors installez-vous confortablement et surtout, inspirez-vous. J'ai commencé il y a 4 ans, grâce à un ami, Nicolas. Un jour où je brûlais des feuilles et des branchages, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit « c'est de l'or en barre, ce que tu es en train de brûler ». Il a eu la gentillesse de me montrer ce qu'il faisait en permaculture, de me donner 2 ou 3 livres, et je l'en remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout. C'était un paddock pour chevaux, une terre extrêmement compacte, complètement imperméable, très argileuse, où il n'y a jamais un brin d'herbe dessus. Première préoccupation, c'était en fait d'avoir un sol, parce que le sol, il lui faut de l'air, de l'eau et de la nourriture. J'ai commencé par étaler tous les débris végétaux que j'avais quand je coupe, quand je taille les haies, quand les feuilles tombent. Donc j'ai mis des épaisseurs de débris végétaux, j'ai mis du crottin parce que j'ai des chevaux et des ânes. Et puis ensuite, j'ai essayé de mettre l'arrosage pour avoir un peu d'eau. Et j'ai greliné pour pouvoir aérer. C'est rempli de vie. Oui, ça fait plaisir. C'est le compost ménager, donc c'est tous les déchets ménagers de cuisine. Et en fait, chaque fois que je mets une couche, comme ici, je rajoute une couche de feuilles broyées, puisque j'ai des arbres. Je récupère les feuilles, je les passe à la tondeuse, c'est stocké un petit peu plus loin. Et en fait, ça c'est mon stock. Donc chaque fois que je mets par exemple un petit seau de compost ménager, je récupère et je couvre avec ça. Voilà, ça c'est ce que ça donne, avec des larves, avec beaucoup de vie. On voit des coquilles d'œufs, de tout. En fait, il se fait extrêmement vite. Et je fais attention de placer tout ce qui est compost en zone sans soleil, avec de l'ombre. Parce qu'au tout début, j'ai fait des essais et j'avais les tas de compost en plein soleil. Et en plein soleil, l'été, ça ne travaille plus. Donc on a une matière qui est sèche. Alors qu'ici, on a une matière qui est en perpétuelle évolution. Je fais un mélange avec 1 tiers de crottin, 1 tiers de feuilles et 1 tiers d'herbe. Donc en fait, je fais le mélange, je le passe à la tondeuse. Et voilà ce que ça donne. J'en fais à peu près 2 fois comme ça par an que je mets sur les planches pour pouvoir nourrir. « 12 mètres carrés. J'ai essayé au tout départ de ne pas mettre trop de matières premières pour ne pas, entre guillemets, faire une indigestion du sol parce que je me suis dit il faut quand même qu'il y ait un minimum de bactéries, de champignons, d'insectes pour pouvoir digérer tout ça. Donc j'en ai mis un peu. Ça a été des apports progressifs sur 2 ans. Et puis en essayant de maintenir un peu d'humidité, de la nourriture, de l'air en oxygénant avec la grelinette et de l'eau, une chose de base. Ce que j'ai fait sur certaines planches aussi, quand je vais sur l'arrière-pays où il y a des terrains qui sont fertiles, qui sont beaux, des terrains en bordure de forêt, je récupère des échantillons de terre que je mets pour en fait pouvoir ramener en fait la flore bactérienne et les micro-organismes. En fait, je fais un ensemencement de micro-organismes. Ça, c'est la même planche que ça. Ici, j'ai juste enlevé la paille et j'ai commencé à planter, mais ça, c'est les mêmes planches qui sont en attente. Il n'y a jamais rien eu dessus encore. En fait, parfois, j'arrive à trouver une journée. Parfois, pas du tout de temps pendant 15 ou 20 jours ou un mois. Parfois 2-3 jours. C'est extrêmement variable. Le potager a la gentillesse de se débrouiller même avec ce que je peux lui amener comme soin. C'est devenu une grande passion parce que c'est absolument extraordinaire de voir la vie qui revient sur une zone inerte, morte. De voir que ça produit des fruits, des légumes qui sont absolument délicieux, de pouvoir se nourrir. C'est extraordinaire de rentrer à midi, d'aller cueillir ses tomates, d'aller cueillir ses courgettes et de les manger
J'ai un projet de poule parce que j'aimerais bien avoir des œufs. Un immense plaisir d'avoir pris le temps d'observer, de regarder où arrivait le soleil, de voir la vie qui éclot, de ne pas passer simplement et voir une plante, de voir comment elle évolue, de voir comment d'autres plantes se mettent à côté, de voir toute la vie qui revient et comment c'est généreux, comment la production est inattendue. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Ah, c'est des semis spontanés qui ont poussé tout seuls. Donc au début, on en a récupéré. Et puis après, il y en avait trop, donc on a dû en enlever. Mais on en a quand même récupéré 120. Voilà. Donc c'est des tests. On a de toutes les sortes. On a des vertes, des oranges, des grosses, des petites, des zébrées, des tomates cerises. Au début, je ne les cueillais pas pensant qu'elles n'étaient pas mûres, mais celle-là est très mûre, celle-ci aussi. En tout cas, elles ont très bonne mine. Oui, elles ont très bon goût surtout. Oui. Rien, absolument rien. Je n'ai jamais rien mis ici. De l'eau, de l'air et puis de la nourriture. Au lieu de vouloir nourrir la plante, plutôt nourrir le sol pour qu'elle puisse se nourrir. Voilà, c'est plus la philosophie. Alors, je ne sais pas si je fais vraiment de la permaculture parce qu'au début j'ai essayé, mais c'est très difficile d'aller trouver un chou et puis après. Donc en fait là, je me suis mis plutôt avec une planche complète de fraisiers. J'ai pris des idées un peu partout et puis j'essaye. Donc là, c'est plutôt des planches et je tourne tous les ans. Voilà. J'ai commencé à vouloir ne pas arroser parce que j'avais lu plein de choses. Ça a été absolument catastrophique. Et puis après, je me suis dit que les plantes avaient besoin d'eau. Un plant de tomate, ça a besoin d'eau. Donc si on n'arrose pas, c'est que l'eau est dans le sol. J'ai tout fait pour que l'eau pénètre dans le sol. Puisqu'ici, on a une pluviométrie en fait, qui n'est pas si négligeable que ça, mais ça arrive d'un seul coup. On a des 100, 110 mm d'un coup. Donc en fait, on ne récupère pas cette eau. C'est de l'eau qui est perdue parce qu'elle ravine. Donc je me suis débrouillé pour que toutes les gouttes d'eau qui tombent du ciel en fait restent, s'imbibent dans le sol pendant tout l'hiver pour stocker et ensuite pailler au maximum ou laisser toute la végétation pour pouvoir conserver l'eau dans le sol. J'ai mis un arrosage avec des goutteurs partout. C'est des sols qui sont relativement récents, ce n'est pas des sols qui sont encore gorgés d'eau. Donc j'ai besoin de maintenir un peu d'humidité. Plus ça va, moins j'ai besoin d'arroser. Plus j'espace. Au fur et à mesure où le sol commence à être de plus en plus vivant et de garder de plus en plus d'eau. C'est une idée pour faire une séparation parce que le vent vient de ce côté-là, donc je voudrais que ça me protège du vent. Faire aussi de l'ombre. Aussi, en fait, j'ai commencé à planter du jasmin, du solanum, d'autres plantes grimpantes. En fait, je voudrais avoir à la fois une protection et à la fois un mur avec des fleurs pour attirer tous les insectes pollinisateurs. Et puis aussi que ce soit joli tant qu'à faire. Tout le printemps et tout l'été, c'est la plante qui attire le plus de pollinisateurs. C'est extraordinaire, c'est des centaines d'abeilles, d'insectes pollinisateurs. Je voulais faire une bande fleurie pour avoir une biodiversité. Ça, c'est quand même de la tanésie que j'ai plantée. Il y a des insectes, il y a de tout. Il y a même des tomates. Tiens, il y a un melon, tiens, j'avais pas vu. Voilà, ça c'est des melons qui poussent spontanément. Ce qui est amusant, c'est de voir que sur un sol qui est inerte et mort, en fait, la vie peut revenir de façon assez importante. Ce qui nous a gêné, ça a été les lapins au tout départ. Ils faisaient les terriers directement dans les planches, donc ça c'était catastrophique. Donc j'ai mis une clôture tout autour pour les lapins, un petit grillage. Après j'ai eu des rats-aux-pieds, mais il y a des chats qui se sont installés, alors je ne sais pas si c'est eux qui en sont responsables, mais j'ai plus de rats-aux-pieds. J'ai des chouettes aussi et des rapaces nocturnes, alors je ne sais pas s'ils y sont pour quelque chose, mais sinon j'avoue qu'on n'a rien qui gêne de particulier. J'ai commencé là à planter un verger. J'ai planté cet hiver 31 sortes d'arbres différents. Tu reviens quand tu veux, surtout pour voir les évolutions, pour qu'on puisse voir en fait les succès, les échecs. Tu reviens quand tu veux. C'est ouvert. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Et bien voilà, j'espère que cette évasion vous aura plu. Dites en commentaire vos ressentis, vos impressions. C'est toujours un plaisir de lire et de progresser avec vos commentaires. La semaine prochaine, vous verrez comment j'ai de suite mis en pratique les leçons que j'ai pu tirer de ce reportage. Vous verrez aussi tout le reste, sachant qu'il se passe encore et toujours beaucoup de choses au potager. Pensez à cliquer sur Coxy pour vous abonner à la chaîne. Passez une belle semaine, portez-vous bien et puis à mercredi prochain. Bye bye!